Je pense pas que Sidiko se lève, il crée Blue Diamond, il vient avec le cash. Ça aurait marché. Je pense pas que Alviral, il se prend directeur artistique, manager, directeur de Blue Diamond. Il se lève tout seul, il crée en ce moment-là. Ça n'aurait pas forcément donné la même chose. Je pense pas que Fanico, pris isolément en ce moment-là, dans des conditions différentes, aurait pu exploser de la même chose. Donc en fait, ravir la vedette moi seul en tant que dirigeant pour dire que c'est parce que je suis brillant que j'ai créé un modèle qui a marché, je pense que ce serait manquer d'humilité. On s'était dit très tôt que la star à Blue Diamond, c'était Blue Diamond. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un artiste, il va, il vient. À Fanico, je lui disais, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de t'emmener à un niveau et de te passer à quelqu'un de beaucoup plus fort que nous. À un moment donné, pour des entreprises de taille des nôtres, dans le secteur, il y a forcément un moment où l'artiste commence pas à être trop gros pour vous. Il y a deux possibilités. Ou vous forcez et vous foutez tout en l'air, ou vous laissez aller par amour, en souhaitant le meilleur. Qu'est-ce qui peut justifier ce feeling-là, enfin cet état d'esprit? Le cerveau collectif. Dans tout ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a des choses que vous aurez dû faire par le passé que vous n'avez pas fait? Ou des décisions que vous avez prises, que vous avez dit, en tant qu'entrepreneur, j'aurais dû faire comme ça? Nous avons été éduqués sans cran. Si moi j'ai un conseil à donner à la nouvelle génération, c'est d'oser, d'avoir du cran, de ne pas avoir de complexes. Nous avons trop de complexes et je pense que les complexes limitent la taille de nos ambitions, limitent la taille de nos projets et peut-être que nous nous contentons de trop peu. Tu sais, le secteur du showbiz, beaucoup ont perdu de l'argent. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait de différent? Qu'est-ce que tu as osé qui t'a permis effectivement de créer ce modèle rentable dans un environnement qui est quand même assez difficile? Alors, nous, on ne va pas s'ériger en donneur de leçons. Du genre, on est les meilleurs, c'est parce qu'on est venu, on est brillant, on est intelligent, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, et ça a donné. Il y a toujours le coup d'opportunité. Vous savez, parfois, vous avez de belles idées trop tôt, ou vous avez de belles idées trop tard. Sidiko Karimou. Sidiko Karimou est un entrepreneur et homme d'affaires béninois reconnu comme un acteur majeur du secteur culturel au Bénin. Il est aussi le fondateur de Blue Diamond, maison de production musicale créée en 2016, devenue une référence du showbiz béninois. À travers ses structures, il a accompagné des artistes de premier plan comme Fanico ou Queen Fumi en combinant vision stratégique et structuration professionnelle. Son parcours illustre comment la culture peut devenir un véritable levier économique. Bonjour, bienvenue pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on ouvre une chaîne pas comme les autres. Ici, on ne fait pas de storytelling brillant, on ne maquille rien. On parle des crises que les dirigeants vivent en silence, des décisions prises dans le mal-être ou encore des nuits sans sommeil. Si vous êtes dirigeant, entrepreneur ou encore dirigeant en crise, vous êtes au bon endroit. J'ai ouvert cette chaîne pour mettre de la lumière sur ce que tout le monde cache et pour offrir un espace aux dirigeants dans lequel la vérité est utile. Un espace où les vérités et les crises trouvent les solutions. Pour ouvrir cette première chaîne, j'ai voulu quelqu'un qui comprend les enjeux d'une entreprise, quelqu'un qui connaît les difficultés réelles d'une entreprise, quelqu'un qui a créé dans le show business un modèle rentable dans un environnement où tout le monde perd de l'argent. Quelqu'un qui gère plusieurs entreprises dans un environnement difficile où la concurrence ne pardonne rien. Merci, M. Sidiko, d'être aujourd'hui présent avec nous. Bonjour Lati, merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu. Ce que je voudrais rajouter, c'est que M. Sidiko, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'exposer. Je peux vous assurer que j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir aujourd'hui sur le plateau pour vous. Effectivement, pour qu'il nous partage ses réussites, mais également ses difficultés. Alors, ma première question serait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu fais moins bien, mais que ton entourage pense que tu es très bon? Je pense que la réputation fait que les gens vous évaluent, même sans véritablement vous évaluer. Donc, même vos erreurs sont perçues comme des coups de génie. Mais c'est la somme de plusieurs années d'expérience. C'est la somme peut-être de plusieurs victoires et où on pense que vous n'échouez jamais. Mais bon, en son fort intérieur, on sait qu'on l'a fait. Ce n'est pas ce qu'on aurait espéré. Parfois, ça donne un résultat qu'on n'avait pas prévu et que les gens applaudissent. Mais quand on s'évalue, on s'auto-évalue, on se dit que ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc je peux dire oui,
le parcours, la réputation vous rendent peut-être invincible devant certaines personnes, mais vous-même, vous savez que ce n'est pas forcément la vérité. D'accord. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui t'emmène effectivement à garder le cap dans la création dans le pilotage de ton entreprise? En fait, qu'est-ce que tu as fait pour être perçu? Parce que je me souviens, la première fois, tu m'as dit, quand je t'ai dit, mais tout le monde me parle de Monsieur Sidiko Karim, tu me dis, oh non, les gens, ils exagèrent. Il y en a pas autant. Et moi, j'ai répondu, c'est que tu as posé des actions qui ont fait en sorte que les gens pensent ainsi. Au-delà de ça, est-ce que cette réputation dont tu parles, est-ce que ça facilite le business? Dans un premier temps, est-ce que ça facilite le business? Et dans un second temps, quelles sont les actions que tu as posées pour que tout le monde s'embrase devant toi? Alors, je dirais que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est difficile de savoir ce que les autres évaluent. C'est difficile de savoir la perception que les autres ont de vous. Ce que je sais, c'est que dans mes activités, j'ai la chance d'être très bien entouré. J'ai de très belles équipes. Et bon, quand ça marche, tout le monde pense que c'est moi. Mais ce n'est pas toujours moi qui donne les idées. C'est peut-être moi qui appuie et qui donne à mes équipes le droit de penser, le droit de proposer, le droit d'échouer pour qu'on assume ensemble ou le droit de réussir ensemble. Donc, les perceptions, qu'est-ce que les gens savent, qu'est-ce que les gens pensent, c'est difficile. Après, quand vous franchissez ce palier, toutes les médailles ont leur revers. Il y a des situations où ça vous arrange et il y a des situations où ça ne vous arrange pas, mais vous assumez. Bien. J'ai manqué de dire tout à l'heure que M. Sidiko est un entrepreneur. Il est le fondateur de Blue Diamond, qui évolue dans le show business dont je parlais tout à l'heure, et également d'autres entreprises. Mais on va se focaliser aujourd'hui sur le showbiz. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez la chance d'être bien entouré. Donc, ce qui signifie que ton équipe, c'est qui le choisit, ton équipe? J'ai la main. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, au-delà de savoir choisir ses équipes, vous pouvez faire lancer un avis de recrutement et tomber que sur de très mauvais profils. Mm-hmm. Après, peut-être que l'environnement essaie de polir des gens qui excellent, qui montrent des talents qu'on n'a pas forcément d'eux. Donc oui, d'accord, je choisis mes équipes, Mais parfois, le business se bâtit autour du talent de la personne. Blue Diamond n'a pas été un rêve de plusieurs années. Blue Diamond, c'est Fanico, c'est Alviral. Le rêve s'est bâti autour d'eux. Mm-hmm. Donc la compétence était là. Il fallait que moi je vienne et j'ajoute quelque chose. Je suis venu, j'ai ajouté cette chose. Et je pense que l'alchimie vient du fait que c'était un ensemble de personnes qui, isolément, n'auraient jamais donné ce que Blue Diamond a donné, mais ensemble, a réussi à pousser Blue Diamond là où Blue Diamond est aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu voudrais dire par là, je peux me tromper, j'essaie de résumer, que si nous voulons créer une entreprise, au lieu d'aller au feeling de sa passion ou de regarder ce que le voisin fait, c'est de prendre avec quelque chose que vous avez sous la main. Parce que là, tu me dis, c'est pas toi. Blue Diamond s'est construit autour d'un besoin qui était là. Et les équipes se sont agrégées parce que ils étaient très à l'aise, vous étiez passionnés par ça. Et ce que ça fait, et derrière, toi, tu as joué au bon pilote, ou du moins au bon orchestre, au bon chef d'orchestre, pour effectivement agencer tout cela. Mais en général, quand on veut construire une entreprise, quand on est entrepreneur, on va dire, ah, telle personne fait telle chose, ça marche, je vais le faire. Ou on va dire, je suis passionné par ça, je vais faire de ma passion mon travail, d'accord ? Et là, tout à l'heure, tu disais, il faut avoir la bonne équipe, il faut les laisser faire. Mais comment est-ce que je fais toute cette sauce si effectivement, moi, je vois qu'il y a un truc qui marche ou encore j'ai envie de faire de ma passion mon travail? Comment je fais pour pouvoir réussir comme toi? Il faut chercher son chemin, il faut avoir son modèle. Il n'y a pas de modèle. Et là, on parle de talent, on parle d'art. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a appliquer un modèle, par exemple, à un artiste, qu'il va marcher forcément dans les mêmes conditions avec un autre artiste. C'est vrai qu'il y a des standards. Quand vous les respectez, il y a un minimum où vous poussez l'artiste en termes de promo, en termes de réseau, en termes de contact. Mais s'il n'a pas du talent, il n'a pas du talent. Et ça, ce n'est pas le chef d'entreprise qui crée le talent chez l'artiste. Après, l'artiste, peut-être qu'il ne sait que chanter. Il ne sait que chanter. Et son métier s'arrête là. Il faut un directeur artistique pour la bonne coordination. Il faut, après la réalisation du son, penser à la promo, penser à plein de choses. Ce n'est pas le rôle de l'artiste. Donc, en fait, c'est une chaîne dans laquelle il y a plusieurs intervenants. Chaque intervenant joue son rôle. Chaque intervenant est maître
de son périmètre, les autres respectent son périmètre, et ensemble, ils essaient de trouver quelque chose. Donc, en fait, il faut trouver le bon modèle. Le modèle que vous faites pour un artiste A ne marchera pas forcément pour un artiste B. Mais c'est qu'il faut avoir la présence d'esprit, de connaître l'artiste, de connaître les objectifs, de savoir où vous allez et de créer le modèle le plus efficient autour de lui. Il ne sert à rien de copier ce que quelqu'un a fait en considérant que c'est forcément la bonne méthode, sauf si il y a eu une étude de marché ou une étude préalable qui dit que c'est le besoin effectif du public. Et donc, vous copiez la même chose, vous faites plaisir à ce public. Et si c'est fait de façon aussi scientifique, à la limite, ça va croiser ce public. Après, le public a la latitude d'aimer ou de ne pas aimer. Okay. Donc, si je veux faire une analogie au monde de l'entreprise, de façon pour que ça parle un peu à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans le showbiz comme toi, c'est qu'on va représenter l'artiste comme la clientèle cible. Et tu me dis, par rapport à chaque client cible, il faut, au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, positionner chacun dans sa zone de génie pour pouvoir produire un résultat précis. Ce que moi, je vois d'habitude en entreprise, c'est qu'on te recrute pour un poste. On te recrute, par exemple, pour le poste de secrétaire, comptable. On va te recruter pour le poste de commercial. Mais toi, tu me dis, c'est pas comme ça devrait fonctionner. C'est-à-dire, en fonction de la zone de génie, je peux, par exemple, recruter quelqu'un qui était commercial. Et en l'observant, au bout de 6 mois, je me dis, mais il sera peut-être mieux en tant que dans les opérations. Est-ce que c'est ce que tu veux dire par là? Non, alors, on est dans des secteurs complètement différents. On va pas les comparer. Quand je prends Blue Diamond pour nous, par exemple, quand on commençait avec Fanico, Fanico n'était pas la cible. Fanico était le produit et Fanico était le premier agent commercial de son produit. Okay. C'est pour ça que nous, on a développé un modèle économique où on dit, écoute, quand tu finis de chanter, tu travailles aussi à pousser. Donc, quand tu travailles à pousser, ça veut dire qu'on connaissait les problèmes du moment des artistes. C'est les besoins financiers, c'est le premier problème. Et ce problème est celui qui règle tout. Parce que si c'est à 2 h du matin que l'artiste est inspiré, qu'il a envie de poser, il a un frein parce qu'il n'a peut-être pas l'argent pour payer un studio. Si, à la fin du mois, le propriétaire doit venir toquer à sa porte pour dire « Mais toi, je te vois à la télé, viens me donner mon argent, sinon demain, il y a un problème. Problème en termes d'inspiration, problème en termes de réputation. Donc, nous, on a fait focus sur ces premiers problèmes. On se dit « Bon, écoute, chez nous, quand tu viens, tu es artiste, c'est pas le SMIC, tu as un salaire. » Parce qu'on se dit, si l'artiste a un salaire, ça veut dire qu'à la fin du mois, il n'a pas de problème de loyer, il n'a pas de problème de déplacement. Donc, en fonction de l'artiste, il fallait définir le modèle. Et je dis commercial parce qu'à partir du moment où le commercial, comme dans une entreprise normale, a un salaire fixe, il évolue après en commission. Okay. Les commissions, c'est tout ce qui vient en termes de recettes additionnelles. Recettes additionnelles en termes de spectacle, recettes additionnelles en termes de représentation, toutes sortes de recettes additionnelles. En entreprise, ce n'est pas forcément la même chose si j'essaie de tenter une comparaison parce qu'effectivement, vous êtes recruté pour un poste. Mais ça dépend après de la taille des entreprises. Les entreprises aujourd'hui, les plus petites, les plus flexibles, les gens sont rentrés stagiaires, ont fini DG. Oui. Mais quand c'est de grosses boîtes, de grosses machines lourdes, de gros process, et où quand tu rentres, tu as 1 ou 2 gestes stéréotypés que tu fais comme à l'ère de la révolution industrielle. Tu viens, tu sais ce que tu as fait, tu as des templates, tu as des moules, tu es dedans. Il est rare que ta carrière change brutalement, sauf si tu as la chance d'avoir un patron très humain qui fait véritablement attention à toi et qui essaie de te pousser. Donc, on ne pourra pas toujours continuer à faire les comparaisons entre de la production audiovisuelle et un autre modèle de business. Un environnement capitaliste. Absolument. D'accord. Mais comment toi, tu arrives, comment tu as fait, tu sais, le secteur du showbiz, beaucoup ont perdu de l'argent. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait de différent? Qu'est-ce que tu as osé faire que les autres ne faisaient pas, qui t'a permis effectivement de créer ce modèle rentable dans un environnement qui est quand même assez difficile? Alors, nous, on ne va pas s'ériger en donneur de leçons. Du genre, on est les meilleurs, c'est parce qu'on est venu, on est brillant, on est intelligent, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, et ça a donné. Il y a toujours le coût d'opportunité. Vous savez, parfois, vous avez de belles idées trop tôt, ou vous avez de belles idées trop tard. Je pense qu'il y a une conjonction de beaucoup de choses. Mais le premier facteur, c'est le facteur humain. Okay. Il y avait un artiste qui était prêt,
tout de suite. Ok. Il y avait un directeur artistique qui était prêt tout de suite, avec son carnet d'adresses, avec son réseau. Il y avait moi qui était passionné, qui était prêt tout de suite à accompagner avec mes conseils, mes recommandations. Et comme je le dis, je le répète, je ne pense pas que Blue Diamond, Sidikou se lève, il crée Blue Diamond, il vient avec le cash, ça aurait marché. Je ne pense pas que Alviral, il se prend directeur artistique, manager, directeur de Blue Diamond, il se lève tout seul, il crée en ce moment-là, ça n'aurait pas forcément donné la même chose. Et je ne pense pas que Fanico, pris isolément en ce moment-là, dans des conditions différentes, aurait pu exploser de la même chose. Donc en fait, ravir la vedette moi seul en tant que dirigeant pour dire que c'est parce que je suis brillant que j'ai créé un modèle qui a marché, je pense que ce serait manquer d'humilité. Il y a eu un concours de beaucoup de circonstances, on a surfé là-dessus, on en a tiré le meilleur. Peut-être qu'on aurait même pu tirer beaucoup plus. Donc, ouais, il y a eu il y a eu des circonstances. On est parti des difficultés du marché. Par exemple, comme j'ai parlé, je crois qu'avant nous, personne ne salariait officiellement ces artistes. Donc, nous, on a salarié. Vous étiez les premiers à salarier vos artistes. Je ne voudrais pas utiliser le mot premier parce qu'il y a beaucoup qui font de belles choses et n'en parlent pas. Donc, il ne faut pas que je dise que je suis le premier pour que quelqu'un me rappelle qu'il le fait il y a 10 ans. Oui, mais on ne le sait pas. Exactement. Moi, ce que je sais, c'est que vous êtes les premiers à l'assumer. L'assumer. Peut-être que nous sommes les premiers à l'assumer, à en parler publiquement. Donc, oui, on a voulu le faire comme ça. On a voulu utiliser les réseaux des uns et des autres. On a voulu mutualiser certaines énergies dans ma vie, ma passion, mon travail qui me passionne le plus. C'est les métiers autour de la communication, c'est les métiers autour des médias. Et quand je prends l'environnement, je veux dire africain francophone, j'ai quand même un petit carnet d'adresses. Je connais quand même un certain nombre de patrons de médias. Et où aujourd'hui, quand mon artiste sort un son, parfois avant que je ne demande, je réalise que certains amis ont déjà récupéré juste pour me faire plaisir. Les autres n'ont pas forcément la même chance. Ailleurs, c'est payant, c'est très cher payant. Et donc, oui, il y avait aussi un réseau qui était disponible en ce moment-là pour pousser. Je suis quand même assez surprise de quelque chose, c'est que de tout le temps, quand tu exprimes effectivement la réussite de Blue Diamond, à aucun moment donné, tu parles de jeu. Tu dis toujours, c'est pas moi, c'est nous, c'est pas moi qui ai fait, les autres ont fait, tout le monde a fait. Mais il se trouve que tu as la tête. Et il se trouve que Blue Diamond a produit du résultat. Et puis également, tu viens de dire, même quand je sors le son d'un de mes clients, j'ai même pas besoin de parler, tout le monde a envie de me faire plaisir. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que... Moi j'ai tout le temps travaillé dans des entreprises capitalistiques, notamment, précisément dans le milieu bancaire et en cabinet. Mais on est dans le jeu. Donc, et puis, le concurrent ou le voisin n'a pas forcément envie de nous faire plaisir. Au contraire, tout le monde doit se challenger pour avoir son pain. Mais qu'est-ce qui fait la particularité que tout le monde ait envie de le faire juste pour toi? Comme j'ai dit, c'est mes métiers, les métiers dans lesquels je travaille. Je suis entrepreneur dans le secteur de la communication et des médias. Je travaille avec eux sur d'autres secteurs. Je travaille avec eux, on est partenaires, on développe pour des clients un certain nombre de campagnes. On sait où on travaille, on se fait des facturations, où on gagne de l'argent. Et donc, quand il s'agit de la musique, pour pousser un projet qui me passionne, assez souvent, on ne parle plus de facturation entre nous. OK. C'est un bonus sur le travail que je fais avec ces personnes-là. D'accord, je comprends mieux. Mais quand tu démarrais avec Blue Diamond, est-ce que tu n'avais pas de moments de doute? Quels ont été précisément tes moments de doute ou de mal-être? S'il y en a eu, bien sûr. Non, il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de doute. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis plus tout jeune, mais je pense que je suis encore jeune en tant qu'entrepreneur. Et l'une de mes belles phrases que j'aime bien, c'est « Je suis encore jeune pour échouer et reprendre ». D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de doute. Okay. Le pire qui puisse arriver, c'est que j'échoue, que je retienne les erreurs et que je reprenne. Donc, il n'y a pas eu de doute. C'était un moment où il fallait faire quelque chose. Je me rappelle quand Fanico était venu, je lui ai dit, bon, écoute, hein, si c'est que pour chanter mon nom, t'en fais pas, je n'en veux pas. Bon, donc, on voulait vivre une passion, on voulait faire un travail, on l'a fait. Et ça s'est bien fait. Oui, mais et quand vous me dites que vous voulez vivre une passion, vous voulez vivre, voilà, cette passion, mais cette passion, ça a quand même besoin de moyens financiers. C'est quand même de l'argent, beaucoup d'argent qui peuvent partir. Oui. Et ça ne vous pose aucun problème quand on est entrepreneur? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui à Cotonou, qui ont un rendez-vous annuel et où ils vont suivre, je vais donner un exemple,
la Formule 1 au Canada. Oui. Donc, c'est sa passion. Il s'organise et chaque année, il prend son visa, il prend son billet d'avion, il va suivre la Formule 1 et il revient. Sans bruit. D'accord. C'est des budgets qui peuvent produire, rassurez-vous, 1 ou 2 chansons dans notre environnement. Mais c'est son choix. Moi, je ne le juge pas. Donc, si je décide, par exemple, de ne pas aller au Canada sur une Formule 1 et que je prends le risque sur... même pas le risque, que je m'essaye. Parce que prendre le risque, c'est comme si il y avait comme une obligation. Non, que je m'essaye à pousser un artiste et que ça se passe bien, mais tant mieux. Et il y a quelqu'un qui disait dernièrement qu'en fait, les entrepreneurs ne prennent pas vraiment de risques parce qu'il y a toujours cet environnement favorable qui permet effectivement de se lancer sur un projet et que ce n'est pas de risque à proprement dit. Bien sûr que les entrepreneurs prennent des risques parce que même si toutes les conditions sont remplies, il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Mais comme l'a dit, c'est de la passion. On a sorti l'argent pour sa passion. Exactement. Donc, c'était pas le risque. Le risque n'était pas un frein parce qu'on ne le calculait pas. On pensait qu'il y avait quelque chose à faire. On avait envie de le faire et on l'a fait. D'accord. Et si vous devez refaire quelque chose que vous avez fait par le passé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des décisions que vous avez prises par le passé dont vous regrettez aujourd'hui et que vous aurez fait différemment aujourd'hui? Différemment, peut-être. Je veux dire, en se conformant aux nouvelles réalités. Quand on lançait Blue Diamond, c'était avant Covid. J'aime mieux utiliser avant Covid comme référentiel parce que chaque fois qu'on se rappelle de Covid, on sait qu'on parle de quelque chose qui a plus de 5-6 ans. C'était avant Covid. Covid, finalement, qui est devenu l'occasion pour tout le monde de revoir les vraies réalités du digital, les opportunités du digital, les capacités du digital. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez capitalisé sur la force du digital. Et je crois que dans l'une de mes dernières discussions avec Benny, justement, il a commencé par faire tourner beaucoup de choses dans ma tête. Oui. Et je me dis, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Mais est-ce que nous l'avions mal fait à l'époque? Non, ce n'était pas encore le moment. Peut-être que c'est le moment. Il faut dire que Blue Diamond, on a fait un repli tactique. Actuellement, on a zéro artiste parce qu'à un moment donné, le marché commençait pas ne plus être prêt. Et donc, nous, on a décidé de faire un repli tactique. Ce qu'on a fait avec Alviral. On a décidé ensemble, on a assumé ensemble. Et justement, en prévision de ces moments, on s'était dit très tôt que la star à Blue Diamond, c'était Blue Diamond. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un artiste, il va, il vient. Et même dans le meilleur des mondes, je me rappelle à un de ses jours d'anniversaire, à Fanico, je lui disais la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de t'emmener à un niveau et de te passer à quelqu'un de beaucoup plus fort que nous pour que ta carrière puisse progresser. Donc, on n'est pas en mode conservateur, garder l'artiste pour l'arriérer. À un moment donné, c'est clair, pour des entreprises de taille des nôtres, dans le secteur, il y a forcément un moment où l'artiste commence pas à être trop gros pour vous. Il y a 2 possibilités. Ou vous forcez et vous foutez tout en l'air, ou vous laissez aller par amour en souhaitant le meilleur. On a choisi le second. Donc, mais en prévision de cette époque, et justement pour avoir le droit de rebondir, on avait décidé qu'on devait mettre en place un certain nombre de choses qui devaient permettre à l'entreprise d'être indépendante pour que Blue Diamond soit Blue Diamond. Blue Diamond ne soit pas Fanico, ne soit pas Alviral, ne soit pas Sidikou, et que par la suite ne soit pas Manzor, ne soit pas Foumi, ne soit pas que Zénab, ne soit pas que Nabi, et plein d'autres personnes qui ont collaboré avec nous. Et donc aujourd'hui, on a un magazine de référence, Blue Life. Je pense que, sauf erreur de ma part, on est numéro 1 sur le secteur. Un magazine qui s'autosuffit, un magazine qui, j'ai envie de le dire, ici et maintenant, a financé tous les clips de Fanico pendant Covid. Parce que même pendant Covid, on a pris le risque de continuer. Pas produit parce qu'on savait que ça allait finir un jour. Et si on baisse la garde, tout le travail qu'on avait fait allait partir à l'eau. Donc, voilà ce qu'on a essayé de faire pour que l'entreprise ne dépende pas des artistes qui ont le droit de partir, mais qui ait aussi un certain nombre de services qui permettent de rentabiliser pour que, quand on a besoin d'acheter un stylo, on ne se demande pas si je suis de bonne humeur aujourd'hui pour qu'on puisse aller me dire est-ce qu'on peut acheter un stylo. Non, l'entreprise vit sans mes humeurs et sans, je vais dire, mes capacités financières d'un instant ou d'un autre. D'accord, ok. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du travail que vous avez fait pendant la crise. Ce que je sais, c'est que pendant la crise Covid, il y en a beaucoup qui ont fermé la porte. Mais vous me dites que vous n'avez pas fermé la porte, vous avez continué à travailler. Qu'est-ce que vous êtes dit en ce moment quand il y a eu la crise et pourtant tout le monde, c'était devenu un frein pour tout le monde et tout le monde, des gens ont perdu de l'argent. Mais
quel était votre état d'esprit en ce moment? Mais la vie devait reprendre. Ou Covid n'allait jamais finir. On va finir par accepter qu'il vaut mieux mourir de Covid que de mourir de faim. C'était prévu que tout le monde meure de Covid. Oui, mais bon, et si on ne meurt pas? OK. Moi, je me rappelle la chaîne Sci-Fi sur le bouquet Canal. Oui. Je me permets de faire un peu de pub pour un client d'ailleurs. La chaîne Sci-Fi a été lancée sur le bug de l'an 2000. Ils ont lancé un compte à rebours où on devait tous mourir, je crois, un truc comme ça de l'an 2000. Et juste au lendemain, eux, ils ont continué. Ils avaient prévu des émissions pour la suite. Ouais, bon, donc ça veut dire que oui, d'accord, on aurait pu tous mourir. Et si on ne meurt pas? Quand on lit aujourd'hui, on réalise que pendant Covid, les gars ont tous réalisé qu'ils pouvaient mourir, que l'industrie de luxe a été celle qui s'est le mieux portée, où les gens ont casqué, les gens ont dépensé. Donc il fallait préparer l'après. Mais préparer l'après dans un environnement où vous êtes dans la production d'un artiste, le capital le plus précieux, c'est l'artiste. Oui. Ou vous acceptez de continuer par investir pour être prêt pour l'après, ou vous fermez baraque. Nous, on a choisi le contraire. On a investi sur l'artiste, on a continué à bonifier, à valoriser en attendant la reprise. D'accord. Jusque-là, je veux savoir, parce que je vois que vous faites des choses, pour moi, de ce que vous me dites, ou du moins de ce que tu me dis, tu fais les choses par feeling. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce feeling-là, enfin cet état d'esprit? Le cerveau collectif, c'est pas comme si je me réveille un matin, je dis, Alviral dit oui, boss, c'est bon. Alviral, je l'appelle le rappeur. Alviral, c'est le patron du label, je l'appelle le rappeur. Il n'a jamais chanté, mais c'est le gars aux punchlines les plus violentes. Et en douce, Alviral te répond et à la limite, c'est en te couchant que tu te dis, mais merde, il m'a clashé. Donc, c'est pas le béni oui-oui. D'accord. C'est pas le béni oui-oui. Et donc, il y avait de quoi se challenger. Les gars de la technique, il y avait de quoi challenger. Donc oui, d'accord, c'est un cerveau collectif. On réfléchissait, on assumait tous. D'accord. Napoléon, il disait, rien de grand ne s'est fait sans cerveau collectif. Absolument. D'accord. OK. Et dans tous ces sujets-là, est-ce que Blue Diamond est votre première entreprise? Non. D'accord. Et justement, comment est-ce que... dans tout ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a des choses que vous aurez dû faire par le passé que vous n'avez pas fait? Ou des décisions que vous avez prises, que vous avez dit, en tant qu'entrepreneur, j'aurais dû faire comme ça? À Blue Diamond? Que ce soit à Blue Diamond ou que ce soit dans votre propre carrière d'entrepreneur? Alors, s'il s'agit de donner de conseils, le conseil que je donnerai est générique. Et je pense qu'on est sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça va partir hors du Bénin. J'aurais voulu donner un conseil aux Béninois, mais je le dis quand même. Nous avons été éduqués sans cran. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous avons peur. Nous avons peur de tout et de rien. Nous avons peur d'oser. Je pense que j'aurais pu oser beaucoup plus à des âges plus jeunes et que peut-être même maintenant, je n'ose pas assez. Donc si moi j'ai un conseil à donner à la nouvelle génération, c'est d'oser, d'avoir du cran, de ne pas avoir de complexe. Nous avons trop de complexes et je pense que les complexes limitent la taille de nos ambitions, limitent la taille de nos projets et peut-être que nous nous contentons de trop peu. Je connais un ami qui me disait que dans une de nos langues, quand on rentre au marché, la formule magique c'est Asak Peder. Mais pourquoi c'est Peder qu'on doit vendre? Ouais. Et donc ça commence sur de toutes petites choses. Et il faut peut-être qu'on change toutes ces formules-là, que ces formules disparaissent de notre vie au quotidien, pour arrêter de nous formater au PD, pour arrêter de nous formater à se contenter d'eux, mais qu'on ait du cran. Et il y a des gens jusqu'à un certain âge, il y a des chiffres qui leur font très très peur. Vous avez travaillé dans le secteur bancaire, je suis sûr que vous avez plein d'amis. Quand vous les évaluez à distance, vous évaluez leur potentiel, vous vous dites, mais comment tu fais et tu n'as pas encore pris des milliards à la banque? Il va te dire, quoi, moi, pour laisser des dettes à mes enfants? J'ai déjà entendu cette phrase. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Oui. On ne peut pas continuer dans ça. Donc, je ne parlerai pas de décisions stratégiques directement liées à l'entreprise, mais je parlerai globalement de cran. Nous avons besoin de cran parce que justement, à chaque moment, quand nous nous levons, il faut que nous regardions notre âge, que nous essayons de faire un benchmark. Telle personne qui est à Londres, il a quel âge? Telle personne qui brille à Paris, à Johannesburg, à Nairobi, à New Delhi, il a quel âge? Telle personne a quel âge? Et à mon âge, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc oui, nous avons besoin de cran. Donc, ils devront apprendre à oser. D'accord. OK. Dans ce cas-là, j'ai quand même une question très importante. Quelles sont vos ambitions pour les 3 prochaines années? Comme vous l'avez dit, on va arrêter de décléder.
Oui, pour Blue Diamond. Pour Blue Diamond. Mhm. Alors là, on repart. J'ai mis la pression à Alvira parce qu'on avait mis un certain nombre de choses en veilleuse. Mais bon, là, on pense qu'il faut repartir, qu'il faut relancer, qu'il faut se lâcher, qu'il faut s'amuser un peu. Je pense que, je dirais de façon très politique, vivre notre passion à fond. Je pense qu'on va se retirer, toutes les équipes qui ont travaillé dessus. J'ai envie de dire Blue Diamond Production, saison 1, faire le point et faire les projections saison 2. Je vais vous décevoir de ne pas avoir d'ambition personnelle pour la saison 2. Ce sera toujours une décision du collectif. On va avancer là-dessus, mais on sera très, très ambitieux. Ça, je peux au moins dire. On sera très, très ambitieux. D'accord. De ce que je comprends, c'est-à-dire quand on est à la tête d'une entreprise, il faut toujours miser sur le collectif. Il faut permettre au collectif de s'exprimer, de faire des choses, d'innover et de faire ses erreurs. Si on veut conduire l'organisation que nous mettons en place, nous voulons la conduire très loin. Il faut se lâcher. Il faut oser. C'est ce qu'on a dit. Ouais. D'accord. Dans ce cas, moi, c'est assez perturbant pour moi parce que j'ai toujours conduit le contraire. C'est vraiment dans le monde capitalistique où on est dans le jeu. C'est toujours le contraire que j'ai connu. Dans ce cas, quel est votre leitmotiv en tant que dirigeant, un? Et de deux, comment est-ce que vous faites pour gérer ces différentes entreprises? Vous avez parlé tout à l'heure de Blue Diamond. Ça, c'est au niveau de la gestion des artistes. Vous avez parlé de Blue Life et également d'autres entreprises. Et je vous trouve assez zen parce que moi, la plupart des dirigeants avec qui je travaille et que j'accompagne sont en général des gens qui sont stressés, ils ont beaucoup de problèmes, les équipes, ça ne suit pas, les objectifs sont difficilement atteints, la concurrence est énorme. Donc les gens sont perdus dans tout ça et le dirigeant, lui, et comme je l'ai dit, en général, il y en a beaucoup qui souffrent de tension, qui sont mal-être, mais vous êtes trop zen. Et je ne sais pas d'habitude, mais comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que l'une des pensées de Steve Jobs, c'est qu'il dit que quand il recrute il ne recrute pas une belle personne, enfin, il ne recrute pas un talent pour lui apprendre à travailler, mais pour travailler. Je pense que où on se fait entourer et on laisse les gens travailler, ou on essaye de faire tout seul pour ne rien faire à la fin. Donc c'est assez simple, hein. Il faut décentraliser, il faut partager. Moi, je travaille sur plusieurs pays, il y a des équipes dans plusieurs pays, sur d'autres activités où je travaille. Donc vous pensez que je vais faire une réunion tous les jours avec tous ceux qui sont dans ces pays-là pour vérifier chaque action ou chaque chose qu'ils doivent faire? Non. Je pense qu'il faut mettre en place le modèle de pilotage de l'entreprise, que vous validiez et que même celui qui est responsable puisse savoir lire dans votre tête. 9 fois sur 10 face à une situation qui puisse vous dire si c'était Sidikou, il aurait fait ci et il le fait. Et la 10e fois, s'il fait ce que je n'aurais pas dû faire quand je viens, j'assume. D'accord, vous assumez. Absolument. D'accord. En fait, il faut choisir. La vie, c'est des choix. Ou vous choisissez de vivre et vous mettez une organisation qui vous permet de vivre, ou vous choisissez de ne pas vivre parce que vous avez peur qu'on vous vole, parce que vous avez peur de ci, parce que vous avez peur de ça. Et à la fin, on vous vole quand même et vous ne vivez pas. Justement, quel est le modèle que vous mettez en place? Parce que moi, j'accompagne actuellement une entreprise où j'ai le directeur général, j'ai son adjoint. Et en général, les deux, ils font quasiment tout dans l'entreprise. Et quand je leur demande de déléguer, ils me disent « Ah, Lati, tu sais, c'est assez secteur, c'est assez sensible ce point. Ça, c'est sensible ce point parce que les collaborateurs risquent de donner l'information aux concurrents. On a vu ça par le passé. Ils risquent de voler. » Et ils se perdent. Donc, c'est vraiment très difficile pour eux. Les entreprises sont béninoises. C'est une entreprise. L'entreprise est béninoise. Oui, elle est béninoise. Donc, je ne ferai pas mon commentaire. Je voulais faire un commentaire, mais bon, je ne vais pas faire le commentaire. Mais ça, les béninoises, mais c'est quelque chose que j'ai également rencontré sur d'autres contrées, hein, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée et Conakry. C'est des choses que j'ai vues avec le mais modèle votre des concurrent viendra entreprises. toujours ou assez souvent de chez vous. Votre concurrent, à un moment donné, c'est un collaborateur qui pense que vous n'êtes là que pour signer le chèque. Et que c'est lui qui fait tout. Et il décide de prendre le risque d'y aller. Nous sommes encore dans un environnement où l'entreprise repose en grande partie sur votre tête. C'est vous qui avez les contacts, c'est vous qui avez les réseaux. Et à la limite, les gens travaillent avec l'entreprise parce que c'est vous. Moi, j'ai l'habitude de dire le plus difficile, c'est pas de rendre. Le plus difficile, c'est d'aller avoir le business, d'aller signer le contrat. Quand vous avez signé le contrat, vous avez trop de possibilités. Aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce que je peux payer pour un Béninois ou un Togolais qui travaille pour moi, ou en tout cas un Africain? Je paye la moitié chez un Indien. Ils sont nombreux, ils sont surdiplômés, et ils sont prêts à venir travailler. Donc si ce n'est que rendre, la solution existe. Mais c'est avoir le business le problème. Quand vous avez fini d'avoir le business, à un moment donné, ayez quand même un peu confiance en vous. Les collaborateurs vont voler quoi?
En plus, franchement, humblement, je trouve que les gens se tournent trop de films. Entre ceux qui ne peuvent même pas parler au téléphone parce qu'ils pensent qu'ils sont sur écoute, franchement, on va écouter combien de gens? Ou ceux qui créent un système de sécurité dans leur entreprise, alors que sur leur ordinateur, ils n'ont que leur mail, aucun mail confidentiel. Oui, exactement. Ils n'ont pas le code secret de la bombe atomique, quoi. Non, mais... Bon, donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent un peu trop de pression. Les collaborateurs vont voler quoi? Vont voler les clients, vont aller vendre de l'information à la concurrence. Quelle information vont la concurrence? Faut dire que c'est très profond, quoi. C'est-à-dire même la rédaction des courriers, d'accord, c'est fait à leur niveau. Quand vous avez un collaborateur, à partir d'un certain niveau, toutes les présentations, tous les appels d'offres que vous faites, il a son backup. À la première occasion où il vous challenge chez un client, il montre à la date, c'est-à-dire que l'appel d'offres que vous avez fait, par exemple, dans l'année N, il a son backup. S'il vous quitte, que vous allez en appel d'offres à l'année N+1 ou N+2, il a au moins ton année N qu'il vient présenter. Et si tu t'es mis à jouer, que tu viens avec une présentation N+2, sa présentation est désuète. Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas le genre à avoir peur de tout et de rien. Je suis du genre, je pense que nous avons le droit de vivre, que nous travaillons pour améliorer nos conditions de vie. Et donc, il ne faut pas passer tout le temps à finalement ne pas vivre. Oui, mais est-ce que nous devons construire en entreprise nos propres concurrents? Mais vous ne le décidez pas, mais vous faites avec. C'est vrai que pour garder ce talent, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens. Malgré mon âge, j'ai presque tous mes collaborateurs sont avec moi depuis 10-15 ans. Donc, ne me demandez surtout pas quel est mon secret, parce que je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un feeling qui a pris. Et donc, il y a un modèle de rétention de talent. Quel est votre modèle de rétention de talent? Je ne sais pas. Mais pourquoi les talents vont rester avec vous 15 ans, alors que dans d'autres entreprises, au bout de 2 ans, 3 ans, 2 ans même maximum, ils vont partir? Mais il n'y a pas de solution générique. D'accord. Une chose est sûre, et ça je l'apprends de mes lectures, l'argent parfois est le quatrième ou la cinquième motivation de l'employé. C'est vrai. Bon, donc, si on pense que c'est juste de l'argent et que de toute façon, s'il a mieux, il va partir et qu'on traite mal le collaborateur, il partira. Encore plus la jeune Z qui n'est pas capable de partir sans avoir un autre boulot. Nous encore, on appartient à une génération où quand on n'a pas autre chose, on ne laisse pas l'ancienne chose. Mais la génération Z, elle peut partir parce qu'elle n'est pas épanouie au boulot, malgré un super salaire. Elle peut partir parce que plein de choses. Et elle peut partir et décider qu'elle a envie de se reposer 6 mois. Elle a suffisamment d'économie pour se reposer 6 mois, le temps de se relancer. D'accord. Est-ce que tu as un secret, justement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent au management de la génération Z. Est-ce que tu as des tips à partager avec nous pour effectivement que ces entreprises comprennent quel est le modèle de pilotage, le modèle de management de cette génération Z? Parce qu'on veut faire comme avec nous, on est focus sur le boulot, on te demande de faire ça, tu fais et puis tu poses pas de questions. Mais comme tu l'as dit, avec la génération Z, ça passe pas. Mais et quand on ne sait pas faire, ça peut clasher. Mais comment toi, tu arrives à faire? Je pense que, comme je dis une fois encore, j'aime pas passer en donneur de leçons. Mais je pense qu'il faut lire. Il y a tellement de documentation sur la Gen Z. Lire et pouvoir se mettre dans leur tête. C'est plus simple. J'ai beaucoup cité le nom de Alviral aujourd'hui, d'accord. Quand Alviral vient, il dirige une business unit showbiz. Alviral peut venir me raconter les conneries de la ville. Quelle fille sont avec tel gars maintenant, on a parlé de telle chose. Alviral, lui, il peut. Oui. Mais je connais d'autres responsables, d'autres business units qui se demandent pourquoi Alviral parle de ça avec le DG. Parce que c'est autour du showbiz. Eux et moi, on n'a pas cette discussion. Mais ce n'est pas pour ça que je préfère Alviral à eux. Non. En fait, la relation qu'on entretient avec chacun permet de définir le modèle de familiarité. D'accord. Moi, j'ai un responsable qui peut venir me raconter des choses incroyables de sa relation avec sa femme. Mais ce n'est pas pour ça que tout le reste peut le faire. Mais ce n'est pas pour ça aussi qu'il est mon préféré. Donc moi, je dis la génération Z, il faut lire. Dès qu'on a fini de lire, on se met dans leur tête. Et quand il commence, en fait, tu peux anticiper même sur où est-ce qu'il va. Le gars commence parce que tout simplement, il y a peut-être un événement ou qu'il a envie d'aller à Lomé. Il veut juste que tu l'autorises à aller avec son ordinateur et il va télétravailler. Oui. Si tu l'autorises, son rendement est 2-3 fois meilleur. C'est parce que nous, on a été formatés dans un environnement où à partir de 8h30, quand tu es encore à la maison... Tu dois être au bureau, tu trembles. Tu te dis que tu dois être au bureau, ça n'existe plus. Et tu dois sortir pas avant 18h. Et quand tu pars à 19h, on te regarde d'un œil. Tant que le boss est là,
Tant que le boss est là, tu ne sors pars pas. Mais c'est fini. Ça ne marche plus aujourd'hui, cette Non, façon de faire. C'est fini. Quelles que soient les générations ou uniquement avec la génération Z? La génération Z, beaucoup plus. Mais même les autres, il faut savoir le négocier. Il faut savoir le négocier. La génération Z, la documentation existe, les lectures existent. Elles ne sont même pas longues. Il y a plein de newsletters où c'est 5 minutes de lecture, peut-être une fois par semaine. Pour ceux qui n'aiment pas lire, à peine 5 minutes. Est-ce que tu as des lectures à proposer? J'ai des newsletters que je peux proposer, mais j'en ai pas en tête. Ben, on vous le donnera, vous le verrez sous la description. Bien. Tout à l'heure, tu parlais de le fait que tu as des entreprises dans différents pays de l'Afrique et que tu n'es pas souvent là. Et tu as parlé d'un modèle de pilotage. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans ce modèle de pilotage qui va permettre effectivement d'avoir des entreprises qui produisent du résultat même quand on n'est pas là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le point 1? Quel est le point 2? Quel est le point 3? C'est-à-dire, moi j'appelle ça les conditionnalités. Quelles sont les conditions que nous devons nous atteler à mettre en place pour effectivement avoir des entreprises qui produisent des résultats sans notre présence, sans qu'on ait besoin de dire aux collaborateurs, ah oui, tu n'as pas fait ci, de revenir sur eux en donneur de leçons ou comme si on était leur papa ou leur maman. Alors, je vais essayer de ne pas être donné de leçons une fois de plus et de nous ramener dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. Non, juste ce que toi tu fais. Oui, mais voilà, non, ça peut en inspirer plus d'un. Je vais juste nous ramener dans la discussion d'aujourd'hui. On a dit qu'on parlerait de Blue Diamond. Blue Diamond pour le moment est à Cotonou et à Lomé, parce qu'on a essayé quelques petites choses sur le Togo. Donc, on va parler que de ça. D'accord. Et peut-être qu'à une autre émission, on aura l'occasion de parler d'une autre entreprise, d'une autre business. Je l'espère. Et on retient que M. Sindiko reviendra pour parler sur d'autres business. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai voulu le lui arracher au forceps. On verra bien. Oui, d'accord. Donc, pour parler de Blue Diamond... donc pour revenir à Blue Diamond. Non, je pense qu'on a dit Blue Diamond, on en a parlé longuement, largement. On n'a pas de leçons à donner. Et j'aime bien, comme je le dis, je me suis promis qu'il fallait que je revienne là-dessus. Il y a des modèles qui ont marché, qui ont peut-être eu leurs limites avec le temps, mais il y a des modèles qui ont marché pour nous. L'un des modèles, il y a des gens qu'on peut citer. Mecoprod, c'est quelqu'un que moi j'aime régulièrement citer parce que dans le milieu, il a fait un boulot fantastique. Il y avait des gens isolés qui ont poussé. Dagoto, c'est des gars qui ont cru en des artistes, qui ont écrit des projets sur des années, qui ont poussé et qui ont donné. Donc, on ne s'érige pas en donneur de leçons. On ne dit pas qu'il n'y a que nous. Même si à un moment donné, comme je dis, nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup brillé. Bon, on était un diamant. C'était facile de se cacher. J'aime bien cette analogie-là. C'était difficile de se cacher. J'aime bien ça. Mais oui, mais c'est quoi le... Oui, c'est vrai, les autres ont bien fait. Je ne dis pas, mais moi, ce que je note, c'est que vous étiez un diamant qui a brillé, qui a beaucoup brillé, la raison pour laquelle je tenais à t'avoir aujourd'hui comme invité. Mais tu as parlé de ce modèle de pilotage parce qu'on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui peinent, qui souffrent à produire un résultat au sein de l'entreprise, au sein du business qu'ils sont en train de piloter. Et toi, tu as cette facilité-là. Et je te demande, qu'est-ce que tu voudrais bien partager avec eux en termes de modèle de pilotage? Moi, je pense humblement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que la solution à tous les problèmes de l'entreprise, c'est eux. Ça peut être complètement faux. Moi, je vais vous raconter une histoire. Dans une de nos entreprises, on devait développer une campagne pour un client. Et on avait vraiment des problèmes avec les fichiers qui nous étaient livrés. Le fichier livré, il était difficile à être imprimé. Et il y avait un fichier qui était en vidéo. Il devait avoir une certaine durée. On a fait plein d'allers-retours. Quand finalement on a reçu le dernier fichier, il devait aller on air. On m'a encore donné un dernier problème. Sur ce coup, le client, moi je parlais directement avec le DG. J'ai dit à mes équipes, là, débrouillez-vous. Il faut qu'on règle la solution. Je ne peux plus repartir lui dire qu'il y a un problème. Mm-hmm. Et vous savez qui a réglé le problème? Le coursier de Blue Diamond. Il était là, il entend. Il dit, je pense que je peux régler le problème. On lui dit, comment ça? Il dit, laissez-moi le temps d'aller chercher mon ordinateur. Okay. Il va, il cherche son ordinateur. 30 minutes après, le fichier était au format et exactement ce qu'on voulait faire. Le coursier. Le coursier. Régler le problème. Donc, j'appelle Alviral. Je dis, mais Alviral, tu as une pépite, pourquoi il est coursier? Il dit, oh boss, moi aussi j'ai remarqué, je voulais même lui changer son ordinateur. Et donc, dans une autre entité, dans une autre de nos entités, on a un poste où on considérait effectivement que quelqu'un était surpayé pour ne rien faire. Mm-hmm. Parce qu'il avait été recruté parce qu'il y avait un certain nombre de projets sur lesquels on comptait. Et si tous les projets ne sont pas déroulés,
il est payé à ne rien faire. Donc, j'étais en train de lui dire, mais les gars, si les projets ne sont pas là, où vous rediscutez les termes du contrat, où vous le libérez, sinon il ne vous sert à rien. Donc, j'appelle l'autre, je dis, écoute, j'ai découvert une pépite et je voudrais que tu lui offres un stage. Ça te donne l'occasion de tester tout ce qu'il a dans le ventre et dans la foulée, tu le titularises. Ce n'est pas moi qui ai réglé le problème. Je vais raconter au client plus tard que son fichier avait de problème et que je l'ai réglé. Il va se dire que c'est moi qui ai réglé le problème. Mais ce n'est pas du tout moi, c'est le coursier. Et qu'est-ce qui a donné le courage à ce coursier de venir dire ce dont il était juste là quand les gens en parlaient. Oui, mais qu'est-ce qu'il a donné? Vous avez parlé de oser, de cran, dans ce même environnement bénéfique. Moi, je n'étais pas là. Je ne voudrais pas m'attirer. Okay. Moi, je n'étais pas là. Mais il était là quand il a entendu la discussion, quand il a entendu le problème. Et il a réglé le problème. Et il est allé plus loin dans la foulée. Ce que je pourrais appeler un rapport. Il y a eu un rapport que nous, on faisait en PowerPoint qu'on transmettait au client. Et le client m'a dit, nous sommes en train de faire une campagne continentale. Regarde ce qu'ils ont fait. Je donne exactement le pays, en Guinée équatoriale. J'ai trouvé ça très beau. Et il m'envoie, il me dit, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu peux faire ça? J'ai dit, je ne connais pas, mais je vais essayer parce que ça me permet d'apprendre et désormais de pouvoir séduire d'autres clients avec. Okay. Je renvoie à mon assistante qui pilotait le projet, qui me dit, oui, il a encore dit qu'il peut faire. Maintenant, il demande s'il doit faire avec son téléphone, il a besoin d'un stabilisateur ou alors il a besoin d'une caméra pro. J'ai dit, mais telle personne a tout le matos, envoyez-le. Je pense que le fait de passer le temps, ne pas appeler son nom même, je ne le valorise pas. Il s'appelle Vanessa. Donc Vanessa, si tu suis cette émission, quand tu suivras cette émission, chapeau. Chapeau, franchement, tu nous as sorti de la merde, mais c'est toi qui as réglé le problème. C'est pas Sidikou, c'est pas Inès, c'est pas Alviral. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est que Vanessa a pris... il a eu le courage, il a osé le dire. Mais est-ce que je constate en général dans les entreprises, c'est qu'un coursier va dire « ça ne me concerne pas » et qu'il gère leurs affaires. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, qu'est-ce que vous avez mis dans votre entreprise pour ne pas dire quel est le vaudou que vous avez mis dans l'entreprise qui fait en sorte que voilà, tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire « mais voilà, j'ai une idée, je peux le faire ». Parce que moi, je vois dans d'autres entreprises, je peux vous assurer, ça ne réagit pas. Les gens sont comme figés. Ils ne prennent pas la parole, ils ne donnent pas leurs opinions, ils ne donnent pas leur avis. Ouais, enfin, une fois de plus, je ne me mets pas en donner de leçons, je ne juge pas les autres, mais je puis vous garantir que dans une organisation, celui qui règle les problèmes, ce n'est pas le chef. Celui qui assume les problèmes, c'est le chef. Mais celui qui règle les problèmes, ce n'est pas le chef. Et je pense que s'il y a une certaine organisation qui permette aux talents de s'exprimer, qui permette aux talents d'oser, d'échouer et qu'on assume ensemble, je crois que beaucoup de choses peuvent se faire et beaucoup de chefs d'entreprise dormiront. Parce que le truc, c'est que vous rentrez avec le stress, vous ne dormez pas parce que vous cherchez seul la solution au problème. Alors que c'est d'un clic qu'un de vos collaborateurs, il le fait et tout le monde applaudit. Donc, je retiens, vous avez dit dans une organisation ou dans une entreprise, ce n'est pas le chef qui règle le problème. C'est les collaborateurs qui règlent le problème. Tout le monde qui règle le problème. Et le chef, lui, l'assume. Donc, ce n'est pas lui qui trouve les solutions, mais c'est lui qui assume les responsabilités ou les échecs. Pas forcément. Il ne doit pas se penser dans l'obligation de toujours trouver les solutions. Mais il est utile de temps en temps d'aller au front, si je peux me permettre l'expression. Beaucoup de collaborateurs ne pensent pas que vous n'êtes là que pour signer l'échec. C'est utile. Donnez le bon exemple de temps en temps. Mais pensez que vous êtes l'homme providentiel qui doit régler tous les problèmes, je ne pense pas. Quel serait votre dernier mot pour les téléspectateurs qui nous écoutent ou un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui actuellement a des défis en termes de management de ses équipes et qui a l'impression qu'il est tout seul, que les équipes ne comprennent pas, les équipes ne suivent pas. Quel serait, je ne dirais pas conseil, parce que vous avez refusé vous avez dit tout au long de l'émission que vous n'êtes pas un donneur de conseils, mais qu'est-ce que vous pourrez dire effectivement qui pourrait être utile à ces personnes pour effectivement, qui peuvent utiliser pour ajuster et observer les résultats qu'ils vont obtenir après? Alors, en venant ici, j'ai pensé à deux personnes et j'avais à deux exemples que je tenais à donner pour dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a aussi des échecs, on a des coups d'opportunité. On est parfois trop brillant dans un monde trop tôt, ou on est trop brillant trop tard. Et donc, je voulais donner ces exemples-là pour qu'on sache que les gens, peut-être qu'on applaudit aujourd'hui aussi, ont eu des échecs. J'ai fait exprès de ne pas avoir à parler de moi. Oui, j'ai vu. En fait, du moins, tu as éludé tout le temps. Je te voyais éluder tout le temps tous les sujets. J'essayais de revenir sur toi. Tu dis, Lati, ça ne marche pas.
tu vas pas être sur moi. C'est-à-dire, j'ai vu, effectivement, tu as éludé, effectivement, de ramener le sujet à toi, mais c'est tout à ton honneur. Alors, je voulais parler de Waka Waka, qui est l'une des premières ou la première radio en ligne qu'on a eue au Bénin. Je ne sais pas si à date, on a une autre radio en ligne qui a cette notoriété. Au passage, coucou à Jerry Sinclair, qui, il y a une dizaine d'années, avait décidé que le besoin allait exister. Mais c'était un génie précoce. Il a pensé trop tôt dans un environnement qui n'était pas du tout prêt. Waka Waka n'a pas échoué parce que Jerry est... Excuse-moi, bon, Jerry c'est un pote, je peux utiliser l'expression, parce qu'il est cancre. Non, il ne l'est pas. Je connais très bien Jerry. Coucou Jerry. Mais Waka Waka, il a dû laisser Waka Waka parce que le milieu n'était pas prêt et lui, il était trop éclairé pour cette époque-là. Et je pense que l'une des qualités aussi du chef, c'est de ne pas mettre son cœur dans son business. Et ça, en parlant aussi de Jerry, parce qu'il y a des business que vous gardez parce que vous avez peur que les gens disent que vous avez échoué. Et ça vous plombe. Il faut avoir la lucidité à un moment donné de dire j'ai tenté, ça ne marche pas, je passe à autre chose. La deuxième chose, c'est quand je prends Alviral est là, je parle sous son contrôle. Blue Life aujourd'hui est en train de cartonner, mais je ne suis pas sûr qu'on est en train de faire ce que Vida Loca n'a pas fait, du grand frère Gilles Baguedi. Mais Gilles Baguedi aussi était venu dans un environnement où peut-être que le milieu n'était pas encore prêt. Il a investi beaucoup d'argent. Nous encore aujourd'hui, on a la chance de pouvoir imprimer en local. Gilles, au plus proche, c'était la Tunisie ou c'est en France. C'était le showbiz, c'était la nuit cotonoise, c'était pratiquement le même positionnement. C'est parce que Gilles, le grand frère Gilles Baguedi, est nul que ça a échoué. Non. Donc je veux dire, il y a un certain nombre de conditions. Si elles ne sont pas remplies, même si vous êtes le plus brillant du monde, ça ne passera pas. Néanmoins, quand les conditions sont remplies, il s'agit que vous tirez le meilleur de votre position, vous tirez le meilleur de l'opportunité et que vous vous entouriez des belles personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir que de belles personnes autour de moi. J'ai souvent l'habitude de dire qu'ils veulent m'envoyer à la retraite trop tôt. Ils me challengent et donc je suis obligé d'apprendre, de me mettre à jour pour pouvoir tenir même dans les réunions avec eux. Sinon, je vais me sentir nul. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ces tips, ton parcours d'entrepreneur, même si tu as éludé un peu ce qui rapportait directement à toi. J'ai été invité pour parler de Blue Diamond, donc on a parlé de Blue Diamond. Merci d'avoir partagé ce moment et cet instant avec nous. Comme il a dit, de faire attention à ne pas mettre le cœur dans notre organisation, de le faire vraiment au feeling, parce que l'environnement peut ne pas être prêt à ce que nous proposons, de savoir effectivement relever la tête et passer à autre chose. Mais également, on a parlé de management des hommes, donc c'est très important de savoir donner aux hommes ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas souvent besoin de salaire, ils ont besoin de beaucoup plus que ça, de savoir écouter, de permettre aux collaborateurs de s'essayer, d'innover et également d'échouer. Et c'est ce qui va permettre effectivement à votre organisation de grandir. Notre objectif, c'est de voir le maximum d'entreprises africaines grandir et, comme l'a dit, pas jusqu'à un peu, mais avoir effectivement 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et je pense qu'ensemble, nous y arriverons à avoir ces entreprises africaines assez florissantes qui produisent le maximum de richesses, parce que derrière, ça va impacter les économies africaines. Et pour ça, je vous dis merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ce sera très intéressant pour nous. Nous pourrons y répondre. Et également, je voulais vous demander à toute l'Assemblée de nous proposer des noms par rapport à notre émission. Nous sommes au premier épisode. Nous n'avons pas encore choisi de nom. Et donc, vos propositions seront très bien accueillies. Et ensemble, nous choisirons le nom de cette émission. Merci et à la prochaine.